Alors nous sommes le samedi 7 mars 2020, nous sommes de retour à Toulon, j'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Bonjour, Jérôme Leleu, directeur artistique de Fantasy Prod. Je suis très heureux de vous rencontrer. D'abord, votre nom il est connu et d'autre part, c'est parce que vous avez eu la gentillesse de prendre contact avec nous. C'est d'une part pour nous quelque chose qui est important parce que je suppose que vous avez regardé un petit peu ce qu'on fait. Peut-être que c'est pour ça que vous avez pris contact avec nous. Moi je suis toulonnais, donc je vois un peu tout ce qui se passe dans la vie locale, dans la vie de la cité, y compris en termes médiatiques. Et c'est vrai que le podcast prend de plus en plus de place dans notre vie locale. Oui, j'ai pris contact parce que c'était important pour moi d'entrer en contact avec vous, quoi, et puis de pouvoir échanger sur notre activité. Exactement. Alors moi je vous le dis franchement, ça va être un plaisir d'une part, parce que vous savez qu'on a une curiosité. Et puis moi je reste interrogatif sur qui vous êtes, parce qu'effectivement on vous connaît de nom. Par contre je pense que ça mérite quand même quelques éclaircissements de par votre activité. Il y a plusieurs termes, il y a plusieurs choses. Et justement, ça va être l'occasion, d'une part, de vous découvrir davantage quel est votre rôle, quels sont véritablement les secteurs que vous touchez, parce qu'il y en a plusieurs, et on va les nommer. Le secteur de la production, du management, de la direction artistique. Et ça, j'ai envie qu'on développe, qu'on vous connaisse davantage. En ce qui vous concerne, quelle est la signification? Parce que bon, peut-être qu'un terme peut, sur une personne, peut concerner certaines choses, alors que sur une autre, ça va peut-être avoir un sens différent. En ce qui vous concerne, c'est ça que j'ai envie de savoir. Quand par exemple, je vais prendre un exemple, la direction artistique. Pour vous, c'est quoi? D'abord, je tenais à dire, moi je suis toulonnais, donc j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici. J'ai d'abord été comédien pendant plus de 15 ans. Et puis j'ai bourlingué pas mal. On a eu un jour envie de créer une structure et de faire des choses ici. Plusieurs choses qui se sont passées, la direction de salle, la programmation de festival, la direction, le management d'artistes et la production. Pour répondre à votre question, la direction artistique, c'est faire des choix. C'est faire des choix d'artistes et de spectacles qu'on a envie de présenter au public toulonnais. Donc miser sur des jeunes artistes aussi, donc les découvrir. Certains sont rapidement devenus des têtes d'affiche, donc par affinité, par amitié, ils sont revenus des fois de jouer dans des salles plus petites que la notoriété qu'ils ont, parce qu'on a toujours voulu offrir au public toulonnais des spectacles et des artistes de qualité et faire vivre la vie de la cité, la vie culturelle. Donc la direction artistique, c'est choisir les spectacles qu'on a envie de présenter et choisir des artistes qui peuvent trouver leur public, et donc que le public a envie de voir aussi. Et tout ceci, ça se passe dans des salles. Alors c'est pareil, on a une petite conversation avant de commencer. Le choix des salles, le nombre de places dans les salles, les calendriers, comment vous gérez tout ça? En fait, on a d'abord développé notre activité à Toulon par la création d'un festival qui s'appelait les Fantaisies Toulonnaises, qui était 5 jours de festivités et de divertissement autour de l'idée du musical. Donc de la chanson, de l'humour, de la magie à Toulon jusqu'en 2008 à 2017. L'idée, c'était de faire vivre la ville de Toulon et de dynamiser l'offre culturelle. Donc le festival, c'était vraiment, on a mis en lumière des artistes, on a programmé de grosses têtes d'affiches qui sont venues ici. Ça allait de toutes petites salles jusqu'à l'Opéra de Toulon, pour les plus grandes salles lesquelles on a travaillé. Et puis quand le festival s'est arrêté, en fait, on nous a proposé de diriger des salles, en tout cas de programmer des salles. Donc on a d'abord développé quelque chose à l'Omega Live, qui était une salle de concert debout. Il y a encore quelques concerts, mais c'est une salle qui tournait moins en spectacle. Et en fait, on l'a entièrement transformé en salle de concert debout, on l'a transformé plus en cabaret comedy club. C'est ce que je vois, hein. Oui, c'est ça. Il y a eu du changement, hein. Il y a eu du changement, des petites tables rondes nappées, des petits canapés, des banquettes. On peut grignoter un morceau, on ouvre les portes à 19h, petit plateau de charcuterie, petit plateau de fromage, un petit verre, on est bien. Et on a eu beaucoup d'artistes têtes d'affiche, essentiellement dans l'humour, mais aussi quelques-uns dans la musique, qui sont venus en avant-première jouer leur spectacle ici, que ce soit Alban Ivanov, que ce soit Ahmed Silla, que ce soit Laura Lone, que ce soit Elodie Pou, que ce soit Gérald Dan, puis des plus anciens comme Smile qui sont venus ici aussi, et j'en oublie plein qu'on a accueillis ici. Et là, c'est la 4e saison qu'on fait à l'Omega Live, presque même la 5e, si je dis pas de bêtises. Et puis on a fait quelques beaux concerts avec le duo KPO, avec des artistes locaux comme le Gang Yacht Club qui retourne la salle. Ça, c'est des concerts debout, donc on avait tout le mobilier. Et puis depuis l'année dernière, on programme aussi des spectacles au théâtre d'Odé à Sifour. Alors à savoir qu'à l'Omega Live, on fait à la fois de la musique avec des artistes locaux ou les têtes d'affiche, de l'humour, des matchs d'impro, et notre plateau stand-up découverte, le Fada Comedy Club. C'est un concept qu'on a imaginé depuis 3 ans où on laisse la scène à de jeunes artistes et que c'est des soirées qui trouvent vraiment leur public, donc c'est le cas ce soir. Et au théâtre de Sifour, c'est essentiellement l'humour, mais sous toutes les formes. Humour musical, humour visuel, stand-up, one-man show, comédie.
des comédies qu'on ne fait pas à l'Omega Live, parce que le cadre scénique s'y prête moins. Dans les salles plus grandes, on fait des incursions occasion des Palmières. C'est ce que j'ai vu, oui. De temps en temps, J'ai pris quelques notes avant de venir quand même. de temps en temps, occasion de Sanary, au Palais Neptune. Et puis, on a signé la programmation. Au Palais Neptune aussi. Oui, on y a fait pas mal de spectacles. Donc, cette saison moins. Pourquoi on n'a fait pas de spectacle? On n'a pas fait de spectacle cette saison au Palais Neptune? Parce qu'en fait, on a signé la programmation du Théâtre Galie à Sanary, qui fait 980 places. Donc, l'idée, c'était pas de créer de la concurrence entre les spectacles qui se jouent à Sanary et les spectacles qui pourraient se jouer à Toulon. On est quand même quasiment sur le même bassin de population et sur les mêmes jauges. Donc, voilà. Alors, on parlait justement du théâtre Galie, parce que c'est venu comme ça. J'ai été étonné, d'une part, que vous occupiez, c'est bien ça, si j'ai bien compris, parce qu'on essaie de comprendre aussi. Le théâtre Galie, c'est vous qui vous occupez de la programmation et de tout ça. On parlait justement que vous avez un petit peu rajeuni les artistes qui passaient là-bas. Alors, il y a des salles dont on gère, qu'on a en convention, dont on gère actuellement entièrement là. Voilà, c'est là où on a besoin de détails. Oui. Donc, les salles comme le Théâtre d'Odé ou le Mega Live, on gère la vie de la salle entièrement. Enfin, ou du moins quand on a des jours qui nous sont alloués, comme Théâtre d'Odé à Sifour, on gère la salle les vendredis, samedis et dimanches. Donc là, on va gérer la billetterie, la communication de nos spectacles, l'accueil du public et la programmation. Et au Théâtre Galie à Sanary, nous n'avons fait que la programmation, c'est-à-dire arbitrer les spectacles, les choisir, négocier les contrats, négocier avec les producteurs, faire venir certains artistes qui ne venaient pas à Sanary ou qui n'avaient pas envie d'y venir, voilà, donc les persuader de venir. C'est pas qu'on a rajeuni la programmation, d'abord j'ai mis un peu plus de théâtre que les années précédentes, c'était un choix parce que le public le demandait, quelques gros spectacles musicaux, les Rabbits, un grand spectacle d'hommage à Aretha Franklin, je cite rapidement, beaucoup de théâtre et beaucoup de têtes d'affiche. Et puis dans l'humour, on a à la fois des grands noms comme Laurent Gérard qui sont venus, et puis des jeunes artistes de stand-up comme Ken Kojandi ou Haroun, qui est un public un peu plus jeune et qui vont fréquenter ce théâtre. Comment se comporte le public ? Le public est assez différent en fait. C'est vrai que chaque artiste a son public. Moi j'aime bien, en fait une des missions que je cherche à faire c'est vraiment croiser les publics. Mais c'est assez compliqué parce qu'on est dans des moments où les gens se retrouvent des fois dans ce que propose l'artiste. Donc on est un peu dans des communautés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont adorer le stand-up, d'autres qui vont adorer les pièces, d'autres qui vont adorer les spectacles à sketch ou une personnalité particulière qu'ils ont découvert sur les réseaux sociaux. Après la vie d'une salle de spectacle c'est d'arriver à croiser les publics pour démultiplier le nombre de spectateurs. Et pour ça, il faut que les gens aient confiance dans la programmation et se dire, peu importe ce qu'on vient voir, c'est de qualité. C'est ce qu'on arrive à faire au Théâtre d'Odé, en fait, où on a développé une programmation qui était très éclectique dans l'humour. Par exemple, il n'y avait pas de spectacle de stand-up avant qu'on arrive, donc c'est un format quand même différent. C'est la salle éclairée, les artistes s'adressent directement au public. Mais et on avait un public qui est assez âgé à Sifour et qui se renouvelle, qui se rajeunit. Et en même temps, les gens qui étaient âgés découvrent une nouvelle forme de spectacle, parce qu'ils avaient l'habitude de venir voir plutôt des comédies et légères, avec des petites formes, 2-3 comédiens. Et là, ils se retrouvent avec du stand-up, avec des gens qui leur parlent directement. On a eu l'occasion, et c'est une anecdote que je raconte très souvent, c'est qu'un soir, on a une mamie très âgée qui arrive avec la canne et qui voulait voir la pièce du soir. Et on lui dit, mais il n'y a pas de pièce. Alors, je lui dis, ah bon, il n'y a pas de spectacle? Je dis, si, il y a une artiste de stand-up. Alors, elle me dit, c'est quoi le stand-up? Je dis, en fait, l'artiste vous parle. Elle me dit, à moi? Je dis, à vous et à tout le reste du public. C'était Shirley Soignon. Donc, je me dis, bon, Shirley, qui est très libre dans ses propos, dans tout ce qu'elle peut dire sur sa vie, sur sa sexualité, sur ce qui elle est. Voilà, je dis, bon, voilà, on va voir un peu. Et la réaction, elle est revenue 15 jours après. On avait Tariq, un autre stand-upper qui avait fait la France en incroyable talent. Et elle est revenue, elle avait acheté 8 places avec des amis du même âge qu'elle. Et Tariq m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe au premier rang? On n'a que des personnes âgées. Je dis, oui, mais écoute, c'est un placement numéroté, les gens achètent les places qu'ils veulent. Et en fait, elle avait 99 ans, cette dame-là. Elle est revenue voir et à Tariq, elle a dit, moi, je viens voir du stand-up. Ça lui avait plu. Donc voilà, c'est très drôle en fait pour l'anecdote. Et elle est revenue, elle avait 99 ans, elle est revenue avec plein de copains de son âge. Donc ils sont venus voir, sans caillaner un peu, voilà, sans voir du stand-up. La réaction de l'artiste, justement, c'est ça, c'est de voir qu'en fait, on a réussi à toucher des gens qui ne sont pas nécessairement ce qu'on peut appeler le cœur de cible. Et ça doit vous toucher, vous, quand même. Moi, ça me touche parce que c'est exactement là où on arrive à faire son job de programmateur, c'est ce que les gens fassent confiance à la programmation. Lui, en tant qu'artiste de stand-up, il en a joué, donc il a interagi avec eux. Et c'est drôle. Ah, ça, c'est intéressant. Oui. Qu'est-ce que ça a donné? Ça donnait qu'il interrogeait. Alors, des fois, il faisait des vannes. Alors, il disait bon, là, je vais faire une vanne sur Maître Gims. Vous voyez qui c'est? Alors, la dame, elle lui dit oui, il a des lunettes. C'était très drôle. Non, mais c'était très drôle. Donc, les gens en rient. Et en même temps, c'est l'important. C'est non pas que ce soit sur cet effet de se dire voilà, bon, donc on a cette intergénérationnalité qui fonctionne. C'est aussi que Tariq est aussi un garçon qui a un propos. Donc, les gens ne sont pas repartis déçus parce qu'ils ont ri beaucoup. Ils ont été touchés par une forme moderne et différente de ce qu'ils ont l'habitude de voir.
Et en même temps, ils sont touchés par le propos de l'artiste aussi. Alors on va continuer parce que moi j'ai fait une petite liste puisque on veut tout savoir en fait. C'est surtout qu'on veut des explications parce que j'ai relevé quelques termes. Je vais revenir sur le terme. Alors la production, je pense qu'on en a parlé quand même. La notion de management. C'est quoi pour vous le management? Ça figure d'ailleurs sur votre signature puisque on reçoit vos mails. Je profite pour le dire. Voilà, c'est public. Comme ça tout le monde le sait. Ça c'est réglé. Donc c'est marqué dans votre signature. Management. Alors c'est quoi? Alors le management, c'est encore une autre branche de mon arc parce que là c'est vraiment un job que je fais personnellement au sein de Fantasy Prod. Je travaille essentiellement avec un garçon qui s'appelle Benji Doty, qui est un humoriste, caricaturiste, imitateur. Son spectacle s'appelle The Late Comic Show. C'est un late show américain, mais sans les Américains et sans le budget. Donc c'est lui qui fait tout. Donc là, en fait, le rôle de manager, c'est un rôle de conseil. On fait du coaching, de choix de stratégie en termes d'image, en termes d'accompagnement administratif, en termes de négociation de contrats, en termes de stratégie de positionnement métier, de choix de salle où on va pouvoir jouer, d'échanges. On est vraiment sur du conseil. C'est un job qui est différent de la production de ce qu'on avait pu faire quand on a produit des spectacles à Paris, ou en tournée, ou avec des artistes dans la musique, ou l'humour, le théâtre. Là, on est vraiment sur un rôle de conseil. C'est pas nous qui développons, c'est nous qui aidons à développer la carrière de l'artiste, mais sans financer et sans aller chercher les dates. On est vraiment sur le positionnement stratégique. Et là, vous pouvez, l'artiste, vous pouvez l'aiguiller sur certaines autres salles que celles où vous pratiquez. L'idée, c'est de l'amener à faire des rencontres. Pour ça, c'est à quel moment on l'amène à faire la rencontre, qui on lui fait rencontrer, est-ce que le spectacle est prêt, est-ce que ce qu'il a présenté est prêt. Il y a des belles rencontres qu'on a fait avec Benji, par exemple. Je lui ai présenté quelqu'un qui est pour moi mon mentor et qui était le parrain des Fantaisies Toulonnaises, qui est Jean-Michel Boris, qui est ancien directeur de l'Olympia, qui a resté 47 ans à la tête de l'Olympia, qui était le neveu de Bruno Catrix et qui a dirigé l'Olympia. Quand Catrix a lâché les rênes de l'Olympia, Jean-Michel a dirigé l'Olympia. Il a travaillé avec Brel, Piaf, les Beatles, les Stones, Coluche et tout ça. Et donc Jean-Michel, il a un certain âge, plus de 80 ans. Il se lui dit inactif dans le métier, mais ça reste quand même quelqu'un qu'on consulte, qu'on écoute encore beaucoup, y compris les grands producteurs français, qui ont tous démarré soit en tant que stagiaire à l'Olympia, soit qu'il a connu quand ils démarraient leur carrière. On a joué au Théâtre du Gymnase à Paris avec Benji et Jean-Michel est venu voir le spectacle. On a quelqu'un qui est une vraie caution artistique, qui va lui donner des conseils, qui va apporter une caution aussi. Quand il dit cet artiste-là fait du bon boulot, ça nous apporte une vraie crédibilité dans le métier. Donc c'est d'amener à des rencontres. Et après, c'est des questions de stratégie d'image, de comment on présente le spectacle, qu'est-ce qu'on dit de lui, qu'est-ce qu'on dit de ce garçon, et où on le fait jouer aussi. Donc à Paris, il a joué essentiellement au Théâtre du Gymnase, au Trévise, au Théâtre du Trévise. Donc on a fait des showcases avec des artistes de renom qui sont venus dans la salle ou qui l'ont accompagné. Puisqu'on a eu la chance au Théâtre du Trévise qu'une grande vedette de l'humour assure la première partie de Benji par amitié, c'était Jean-Marie Bigard. Alors moi, il y a quelque chose qui me touche dans ce que vous me dites, parce qu'effectivement, c'est quelque chose que j'ai retrouvé comme spectateur d'émission, où vous avez par exemple un artiste qui se produit et vous avez d'autres artistes qui viennent, notamment dans les premières, et qui vont dans la loge de l'artiste. Et alors là, ce qui est quand même assez frappant, et là, vous verrez que je connais un petit peu de ce dont je parle, c'est de voir que ces artistes-là, qui sont venus voir l'artiste qui se produisait, ont été capables, mais alors non pas de venir sur ce spectacle en tant que spectateurs, ils ont tout décortiqué. C'est-à-dire qu'ils ont tout vu, la moindre intonation, le moindre truc, ils sont capables moi je l'ai vu, ça m'a énormément touché. À un moment, t'as fait ça, c'est hallucinant quoi. En fait, on partage le même métier, donc dès qu'on a un peu d'expérience et qu'on a un peu de métier, on voit vivre assez rapidement les choses. Et puis des fois, sur un spectacle, il y a des choses qu'on sait qui marchent moins, et qu'on a laissé parce qu'on n'a pas encore fait le bon choix pour le changer, qu'on n'a pas trouvé la bonne idée, on sait qu'on est moins faible, on le sait, et tout le monde le voit en fait. Moi je vois beaucoup de spectacles et c'est vrai que j'ai du mal à décrocher, à être un spectateur lambda parce que je vois les spectacles en regardant un peu leurs faiblesses et leurs atouts, ce qui fonctionne et tout. Et quand j'ai un vrai coup de cœur, que je suis vraiment emballé, je me dis bon voilà, je vais programmer ce spectacle-là parce que je redeviens un public lambda et je suis émerveillé, ou je ris, gorge déployée, et là quand j'ai ce plaisir-là transparaît, que je vois plus la technique, que je vois plus la mise en scène, que je vois plus le travail parce qu'en fait il a été assimilé et que tout fonctionne, c'est à ce moment-là que je dis ok, c'est un vrai spectacle qu'il faut présenter au public parce qu'on va être heureux de le présenter. Alors vous avez fait des choses à l'étranger aussi. Oui, on a produit des spectacles au Québec, on a que ce soit des festivals ou des spectacles, on a produit des spectacles à Paris, comme je disais, au Splendide, au Lucernaire, au Théâtre de 10 heures, au Théâtre du Gymnase. Donc ça c'est à Paris, donc c'est pas l'étranger, mais quand on est tous c'est presque l'étranger Paris. non, voilà, essentiellement au Québec, on a une tournée, on a une artiste qui a tourné à l'international via le réseau Alliance Française, donc qui a fait le Panama, le Guatemala, le Honduras, l'Asie, voilà. Et puis dans d'autres régions, parce qu'on a produit un autre festival d'humour franco-québécois à Lourdes pendant 2 ans, c'était très drôle d'être là-bas. Un autre festival autour de la comédie, du théâtre de comédie et de l'humour à Bonn, en Bourgogne. Donc on a fait des différentes choses aussi.
Enfin, globalement, et après on est quand même foncièrement attaché au territoire. Notre territoire dans lequel on vit, entre Sifour, Toulon, la Seine, Hier, c'est un territoire sur lequel on vit, on travaille et on a vraiment envie de continuer à faire des choses ici, à développer, à surprendre le public. On porte des projets de festivals, d'autres salles où on veut travailler, développement d'artistes. On a travaillé aussi à l'accompagnement de salles de spectacle, à leur ouverture, que ce soit le Théâtre du Colbert, que ce soit le Télégraphe, où on s'est investi pendant plusieurs mois ou plusieurs années pour certaines salles. Donc on participe avec la petite équipe de Fantasy Prod à la vie culturelle de Toulon et de sa région. Et c'est avec bonheur en fait qu'on fait tout ça, parce qu'on est attaché au territoire foncièrement. Moi je suis né ici et je grandis ici, et même si on a fait pas mal d'incartades à l'étranger, à Paris et ailleurs, on est foncièrement attaché au territoire et c'est un vrai plaisir de jouer ici et de faire des choses ici.